Parfois, une gentillesse excessive peut avoir un effet négatif sur la vie d'une personne. Ce n'est pas un défaut d'être gentil, mais il ne faut pas être naïf. Il faut être à la fois gentil et prudent. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui a pour protagoniste des gens extrêmement gentils. Mais en retour, ils ont reçu de la trahison et de la perfidie. Cette histoire a fait pleurer les enquêteurs de l'époque, malgré tout ce qu'ils avaient vu dans leur carrière. Cette affaire en particulier les a profondément touchés. C'est pourquoi je veux vous dire de vous préparer à ce que vous allez entendre aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et bienvenue sur ma chaîne Mister Pierre. Pour les nouveaux abonnés, si vous aimez les histoires vraies, cette chaîne a été créée spécialement pour vous. Je publie 2 histoires par semaine, chaque lundi et jeudi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Sans plus tarder, commençons l'histoire d'aujourd'hui. En Caroline du Sud, aux États-Unis, vivait un couple amoureux. Le jeune homme s'appelait Reggie et la jeune femme s'appelait Carol. Reggie et Carol se sont rencontrés en 1960 alors qu'ils étaient au lycée et ils ont commencé à se fréquenter. Ils faisaient tout ensemble et les personnes qui les connaissaient à l'époque remarquaient l'amour qui les unissait, car où que Reggie se trouvait, Carol était à ses côtés. En plus de cela, ils se respectaient énormément. Cependant, après avoir terminé leurs études secondaires en 1962, chacun avait un plan de vie différent. Reggie voulait aller quelque part et Carol voulait aller ailleurs. Finalement, ils ont réalisé que leur intérêt commun résidait dans la séparation, chacun suivant sa propre voie et faisant ce qui lui convenait le mieux. Ils se sont donc séparés. Reggie a rejoint la marine américaine et a travaillé avec eux pendant un certain temps. Durant cette période, il s'est marié et voulait fonder une famille. Mais son mariage n'a pas fonctionné. Ils ont divorcé et il est retourné aux États-Unis, plus précisément en Caroline du Sud, où il habitait, et a rejoint une compagnie de chemin de fer pour y travailler. Après son premier mariage raté, Reggie a décidé de rester célibataire et de ne plus jamais se marier. Il voulait vivre seul pour le reste de sa vie. Quant à Carol, elle s'est également mariée et a eu une fille, mais son premier mariage n'a pas réussi non plus. Ils ont divorcé. Elle s'est remariée et naturellement, sa fille vivait avec elle. Son deuxième mari était un homme violent. Il la frappait et la maltraitait pour des raisons futiles, elle et sa fille. Carol a donc demandé le divorce, mais son mari ne voulait pas la laisser partir, car il était obsédé par elle d'une manière toxique et violente. Et comme elle ne voulait plus de lui et souhaitait se séparer de lui, il a décidé de mettre en pratique l'adage « Si tu n'es pas à moi, tu ne seras à personne d'autre ». Un jour, le 18 février 1987, Carol était seule à la maison avec sa fille. Son ex-mari est venu frapper à la porte. Quand Carol a ouvert, il lui a tiré 6 balles dessus devant sa fille de 10 ans. Sa fille a immédiatement appelé le 911. Lorsque la police est arrivée, ils ont trouvé Carol encore en vie et l'ont rapidement transportée à l'hôpital. Ils ont commencé à rechercher son ex-mari et ils l'ont finalement trouvé mort dans sa voiture, avec une arme à la main, indiquant qu'il s'était suicidé. Les médecins ont réussi à la sauver, mais 6 balles, ce n'est pas une chose anodine. Bien qu'elle n'en soit pas morte, les blessures qu'elle a subies étaient graves et l'ont affectée physiquement. D'abord, elle a perdu la vue d'un œil et n'a plus pu bouger correctement une de ses mains. En plus de cela, elle souffrait de douleurs intenses dans la colonne vertébrale à cause des balles. À cause de tout cela, sa fille, qui s'appelait Rhonda, s'est retrouvée seule avec sa mère malade, obligée de s'occuper d'elle. En effet, dès que Rhonda avait 10 ans, elle a dû assumer seule la responsabilité de prendre soin de sa mère. 8 années passèrent ainsi, et l'état de santé de Carol s'était beaucoup amélioré. Elle se sentait prête à travailler pour s'aider elle-même et soulager sa fille. Cependant, en 1995, Carol commença à ressentir à nouveau une dégradation de sa santé physique. Elle souffrait de douleurs aiguës qu'elle n'avait jamais ressenties auparavant, et alla voir un médecin. Après de nombreux examens, ils découvrirent qu'elle souffrait d'un cancer du foie. Nous savons tous que le cancer n'est pas contagieux, mais parfois, il a des causes. Dans le cas de Carol, quand son ex-mari lui avait tiré 6 balles, elle avait perdu beaucoup de sang
et quand il l'avait emmenée à l'hôpital, on lui avait transfusé du sang provenant d'un donneur. Malheureusement, ce sang portait un virus appelé hépatite C. Ce virus affecte le foie de différentes manières. Carole avait contracté ce virus sans le savoir et ne l'avait pas soigné, car elle souffrait constamment et pensait que ses douleurs venaient d'ailleurs. Bien que son foie lui causait des douleurs, celles qu'elle ressentait dans sa colonne vertébrale étaient bien plus intenses, ce qui la laissait indifférente. C'est ainsi que l'infection s'est aggravée, menant à un cancer du foie. Lorsqu'elle en prit conscience, il était déjà trop tard. Carole a immédiatement commencé la chimiothérapie pour combattre le cancer. Malgré toutes ces épreuves qu'elle a traversées, y compris cette maladie qu'elle a découverte dans son corps et les affections causées par les cibales, Carole a décidé de continuer sa vie et de chercher un travail pour s'aider elle-même et soulager sa fille qui n'avait alors que 19 ans. En effet, peu de temps après, Carole a trouvé un emploi dans un centre d'appel d'une société de téléviseurs, où sa seule tâche consistait à parler au téléphone avec des personnes intéressées par l'achat d'un téléviseur. Vous ne pouvez pas imaginer sa joie d'avoir trouvé cet emploi, car c'était le premier travail qu'elle obtenait depuis que son ex-mari l'avait agressée. En rentrant chez elle, elle était heureuse et a dit à sa fille « Ta mère va enfin travailler et je vais prendre soin de toi comme tu as pris soin de moi. » Elle a commencé son travail et était toujours souriante et dynamique, même si des crises de douleur dans sa colonne vertébrale la surprenaient de temps à autre, en plus du traitement contre le cancer qu'elle recevait. Son sourire ne se fanait jamais. Presque 4 ans ont passé alors qu'elle travaillait là-bas. Et un jour, pendant qu'elle travaillait, le téléphone du bureau a sonné. Lorsqu'elle a répondu, elle a eu l'impression d'entendre une voix familière. Il lui a dit « Bonjour, je m'appelle Reggie Semner et je voudrais vous poser des questions sur un téléviseur que vous vendez. » Elle lui a répondu « Excusez-moi, puis-je vous demander, êtes-vous Reggie ? Celui qui a étudié au lycée qui s'appelait Carit et qui a obtenu son diplôme en 1962 ?» Il a dit « Oui, c'est moi. » Elle lui a répondu « Je suis Carole, ton ancienne amie. Tu te souviens de moi ?» Et elle a ajouté « Nous étions en couple au lycée, puis nous nous sommes séparés et chacun a suivi son chemin. » Il lui a dit « Oui, je me souviens de toi. » Ils ont continué à rire et à se remémorer les bons vieux jours. Carole a oublié son travail et est restée à parler avec Reggie pendant près d'1 heure. À la fin de la conversation, ils ont découvert qu'ils vivaient près l'un de l'autre et ont convenu de se rencontrer le lendemain pour discuter et passer du temps ensemble. Carole est rentrée chez elle très heureuse et a dit à sa fille « Sais-tu qui m'a appelé au travail aujourd'hui ? Il y a 40 ans, quand j'étais au lycée, j'étais en couple avec un homme nommé Reggie. Il était grand et beau et il faisait du sport. Nous étions ensemble et nous nous aimions beaucoup et nous nous respections énormément. » Sa fille lui a demandé « Alors, pourquoi vous êtes-vous séparés ?» Carole lui a répondu « C'était simplement les circonstances. Chacun est parti de son côté et la vie ne nous a pas réunis. » Le lendemain, Carole est allée rencontrer Reggie et pendant les heures qu'ils ont passées ensemble, chacun a raconté sa vie depuis leur séparation. Reggie lui a raconté qu'il avait travaillé dans la marine, qu'il s'était marié puis avait divorcé, et qu'il était ensuite revenu en Caroline du Sud et avait travaillé dans les chemins de fer. Elle lui a aussi tout raconté et lui a dit qu'elle s'était mariée, qu'elle avait eu une fille et qu'elle vivait maintenant avec elle, mais qu'elle avait divorcé et s'était remariée, et que son deuxième mari avait failli la tuer. Encore une fois, ils ont trouvé qu'ils s'entendaient parfaitement, et cet amour qu'ils avaient autrefois ressenti est revenu. Depuis lors, ils ont commencé à sortir ensemble comme si le temps les ramenait à leurs années de lycée. Mais cette fois, rien ne les séparerait. 6 mois après leur rencontre, ils se sont mariés, et enfin, ils ont commencé à vivre ensemble sous le même toit. Quant à Rhonda, la fille de Carole, elle est partie vivre seule et a aussi commencé sa propre vie. 1 an s'est écoulé depuis leur mariage, et le couple a décidé de vendre leur maison en Caroline du Sud et d'acheter une petite maison à Jacksonville, en Floride, et d'utiliser l'argent restant pour vivre, car ils avaient tous deux décidé de prendre leur retraite et de rester à la maison pour profiter du temps qu'il leur restait. Ainsi, ils ont déménagé à Jacksonville et ont mis leur maison en Caroline en vente. Rhonda, la fille de Carole, ressentait à la fois de la tristesse et de la joie. Elle était triste
car elle avait l'habitude que sa mère soit proche d'elle, qu'elle puisse la voir dès qu'elle le souhaitait. Et maintenant, elle allait s'éloigner pour vivre dans un endroit à 4 heures de route. En même temps, elle était heureuse parce que sa mère avait enfin trouvé un homme qui l'aimait, prenait soin d'elle et avec qui elle allait vivre en bonheur. Malgré la distance qui les séparait, elles se parlaient presque tous les jours au téléphone, échangeant des nouvelles, et chaque fois que Rhonda avait besoin de conseils ou d'une consultation, elle se tournait toujours vers sa mère. Carol l'aidait et la soutenait dans tout. Évidemment, même Reggie, le mari de Carol, aimait Rhonda et la considérait comme sa propre fille. Mais un individu allait apparaître et gâcher toute cette harmonie car les mauvaises personnes existent partout et cherchent la moindre opportunité pour nuire aux autres. Comme je vous l'ai dit, malgré la distance entre Rhonda et sa mère, elles se parlaient presque quotidiennement par téléphone. Cependant, un jour de juillet 2005, Rhonda appela sa mère Carol, mais elle ne répondit pas. Elle essaya des dizaines de fois, mais sans succès. Elle appela également Reggie, son beau-père, mais lui non plus ne répondit pas. Au début, elle ne s'inquiéta pas trop, pensant qu'ils étaient peut-être sortis sans leur téléphone, mais qu'ils finiraient par rentrer. Cependant, après 24 heures, sans nouvelles d'eux, Rhonda commença vraiment à s'inquiéter pour sa mère et son mari. Après de nombreux essais, elle décida finalement de se rendre à Jacksonville pour découvrir par elle-même ce qui se passait et comprendre pourquoi ils ne répondaient pas. Elle prit donc sa voiture et roula pendant 4 heures jusqu'à la maison de sa mère. Pendant tout le trajet, Rhonda ne pensait qu'à sa mère Carol et à Reggie, espérant qu'ils allaient bien et qu'il ne leur était rien arrivé, car elle savait que sa mère souffrait du cancer, en plus d'autres maladies, et que son beau-père était diabétique. Dès son arrivée à leur domicile, elle commença à chercher leur voiture, mais ne la trouva pas. Elle se dirigea vers la porte et frappa, en appelant sa mère et Reggie, mais personne ne répondit. Elle fit le tour de la maison en regardant par les fenêtres, mais il n'y avait aucun signe de présence à l'intérieur. Elle retourna à la porte et, en essayant de l'ouvrir, elle découvrit qu'elle était déverrouillée. Elle entra immédiatement et appela encore sa mère et Reggie, mais tout ce qu'elle entendit fut un silence étrange. Il n'y avait aucun bruit dans la maison. Elle se dirigea vers la cuisine et trouva sur la table 2 assiettes avec de la nourriture en train de pourrir, comme si elles avaient été préparées et laissées là 2 ou 3 jours auparavant. De plus, l'évier de la cuisine était rempli de vaisselle non lavée, et la maison dans son ensemble était en désordre. Rhonda savait très bien que sa mère était une personne propre et organisée, et elle ne serait jamais sortie en laissant la maison dans cet état. En continuant son exploration, Rhonda remarqua dans le salon les téléphones portables de sa mère Carol et de Reggie, ainsi que leurs médicaments à côté. Là, elle commença à avoir peur, car elle savait que ces médicaments étaient essentiels pour sa mère et son beau-père, qu'ils devaient les prendre quotidiennement sous peine de mourir, et qu'ils ne pouvaient pas quitter la maison sans les emporter. Immédiatement, Rhonda contacta la police de Jacksonville pour signaler la disparition de sa mère Carol et de Reggie. La police lança une enquête et se rendit chez Carol et Reggie pour fouiller chaque recoin de la maison. Mais ils ne trouvèrent aucun indice laissant penser qu'ils avaient été attaqués ou agressés à l'intérieur de leur domicile. Peut-être étaient-ils partis quelque part volontairement ? Aucun élément trouvé dans la maison ne permettait de déterminer où ils avaient pu aller. Et pour savoir où ils se trouvaient, la police n'avait qu'une solution: rechercher leur voiture. La police a diffusé la photo de leur voiture avec le numéro de plaque d'immatriculation, ainsi que des photos de Régis et Carol, et a demandé aux gens de les contacter s'ils voyaient cette voiture ou ce couple quelque part. Peu de temps après, la voiture de Carol et Régis a été retrouvée abandonnée dans une zone isolée. Lorsqu'ils l'ont fouillée, rien ne manquait, sauf la batterie de la voiture. La police ne comprenait rien et n'avait aucune idée de leur destination. Leur seul espoir de les retrouver résidait dans les médias. Ils ont donc rediffusé leurs photos à la télévision et dans les journaux. Peu de temps après, le département de police de Jacksonville a reçu un appel. Un officier a répondu et un homme s'est présenté en disant « Bonjour, je suis Régis. Ma femme et moi avons vu nos photos dans les médias et nous voulons juste vous dire que tout va bien et qu'il ne nous est rien arrivé de grave. » L'officier qui avait pris l'appel doutait que cet homme soit Régis. Il pensait que c'était un imposteur, car sa voix ne ressemblait pas à celle d'une personne âgée, mais plutôt à celle d'un jeune homme dans la vingtaine. Or, Régis avait 61 ans.
De plus, la manière détendue dont ils parlaient de leur disparition semblait étrange, malgré l'attention médiatique autour de leur cas. Il avait simplement dit qu'ils allaient bien et qu'ils n'avaient besoin de rien, demandant à la police de ne pas les rechercher. L'officier a alors demandé « D'accord, et où est votre femme ?» L'homme a répondu qu'elle était à côté de lui et qu'il allait lui passer le téléphone. Quand la femme a pris la parole, elle a simplement dit « Je suis Carol, tout va bien, ne nous cherchez pas ». Sa voix, elle aussi, semblait être celle d'une jeune femme dans la vingtaine, alors que Carol avait 61 ans. La police était donc convaincue qu'ils n'étaient pas Régis et Carol. Pour en avoir le cœur net, ils ont fait écouter l'enregistrement de l'appel à Rhonda, la fille de Carol. Dès qu'elle a entendu les voix, elle a affirmé « Ce n'est pas la voix de ma mère, ni celle de son mari ». Immédiatement, la police a commencé à enquêter pour découvrir l'identité des personnes qui avaient passé cet appel en se faisant passer pour Régis et Carol. En parallèle, d'autres enquêteurs se sont rendus dans une banque pour vérifier si la carte bancaire de Régis ou Carol avait été utilisée. Effectivement, de l'argent avait été retiré de leur compte après l'annonce de leur disparition. La police a demandé à la banque de leur fournir les enregistrements des caméras de surveillance afin de voir qui avait retiré l'argent avec la carte de Régis et Carol. Lorsqu'ils ont visionné les images, ils ont découvert que la personne qui avait retiré l'argent n'était ni Carol ni Régis, mais un jeune homme dans la vingtaine. La caméra l'avait filmé en train de retirer l'argent, puis de monter dans une voiture avant de s'en aller. La police n'a pas pu identifier cet homme, mais ils ont récupéré des images de lui et de la voiture qu'il conduisait. Peu de temps après, la police a réussi à obtenir des informations sur le téléphone utilisé pour passer l'appel prétendant être de Régis et Carol. Ils ont découvert que le téléphone avait été acheté sous un faux nom, c'est-à-dire que l'acheteur n'avait pas donné son véritable nom. Cependant, la police a pu récupérer une liste des appels effectués depuis ce téléphone. Parmi ces appels, il y avait un numéro d'une société de location de voitures, ce qui signifiait que la personne qui avait passé l'appel avait peut-être loué une voiture. La police s'est rendue à cette société de location de voitures et leur a dit qu'une personne avait loué une voiture chez eux. Ils leur ont montré la photo de la personne qui retirait de l'argent appartenant à Carol et Reggie, à la banque, ainsi qu'une photo de la voiture dans laquelle elle était montée. Ils ont répondu « Oui, cette voiture a été louée chez nous, mais la personne qui l'a louée n'est pas un homme, c'est une femme, et elle s'appelle Tiffany. » Les employés de cette société ont également informé la police que toutes leurs voitures étaient équipées d'un système de localisation GPS et qu'ils pouvaient désormais savoir où se trouvait la voiture louée par Tiffany. En vérifiant la localisation, ils ont découvert que la voiture était stationnée devant un hôtel à proximité. La police est intervenue rapidement. Ils se sont dirigés vers cet hôtel, pensant que Tiffany, la femme qui avait loué la voiture, pourrait s'y trouver, ainsi que la personne qui retirait l'argent de Reggie et Carol, et peut-être même qu'ils y étaient retenus. Lorsqu'ils sont entrés dans l'hôtel, ils sont allés voir la réceptionniste et ont demandé le numéro de chambre ainsi que la clé. Elle les leur a donnés. En montant et en ouvrant la porte, ils ont trouvé dans la chambre 3 personnes. Tiffany Cole, âgée de 24 ans, qui avait loué la voiture de la société mentionnée, son ami Michael James Jackson, âgé de 23 ans, celui qui avait été filmé en train de retirer l'argent de Carol et Reggie à la banque, et un troisième ami nommé Alan, âgé de 19 ans. Outre ces 3 personnes présentes dans la chambre, la pièce était également remplie de valises contenant des vêtements récemment achetés, ainsi que des parfums, des ordinateurs et même des jeux vidéo. Ils ont également trouvé les clés de la voiture de Carol et Reggie. Les 3 personnes ont été conduites au poste de police, et lors de l'interrogatoire, ils ont été séparés les uns des autres et interrogés individuellement sur l'endroit où se trouvaient Carol et Reggie. Au début, aucun d'eux ne voulait parler. Ils restaient silencieux ou donnaient des réponses sans rapport avec l'affaire. Cependant, après la pression exercée par la police, Tiffany a finalement avoué que, avec les 2 autres jeunes hommes, ils avaient enlevé Carol et Reggie, volé leur argent et leur voiture, mais sans leur faire de mal. Après plusieurs questions de la police, Tiffany a révélé qu'ils n'étaient pas seulement 3, mais qu'il y avait une 4e personne que la police n'avait pas encore arrêtée, et qu'il s'agissait de Bruce Nixon. Bien entendu, la police s'est dirigée pour arrêter Bruce Nixon afin de compléter le groupe. Lors de son interrogatoire, contrairement aux autres, il a tout avoué sans résistance,
racontant immédiatement tous les détails. Son récit était horrible, et l'horreur des événements qu'il décrivait a fait pleurer certains des policiers présents. L'histoire a commencé avec Tiffany, qui vivait seule avec son père. Ils étaient voisins de Carol et Reggie lorsqu'ils vivaient en Caroline du Sud. Les maisons étaient proches, et le père de Tiffany était très ami avec Carol et Reggie. Le père de Tiffany était également atteint d'un cancer, et Carol l'aidait toujours, malgré le fait qu'elle souffrait elle-même de cette maladie. Elle essayait toujours de le réconforter et de l'aider dans ce qu'elle pouvait, elle et son mari. Ils traitaient Tiffany comme leur propre fille. Ils prenaient toujours soin d'elle, lui donnaient à manger et à boire, et si elle avait besoin de quelque chose, ils étaient toujours à ses côtés. Ils éprouvaient de la peine pour elle car son père était gravement malade, et à tout moment, il pouvait mourir. Carol et Reggie se rapprochaient donc d'elle, afin que, si quelque chose arrivait à son père, elle les trouve à ses côtés. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils l'aidaient. À tel point qu'en 2001, elle voulait acheter une voiture, mais elle n'avait pas d'argent. Quand Reggie et Carol s'apprêtaient à déménager à Jacksonville, ils lui ont offert leur voiture gratuitement. Ils lui ont dit « Nous savons que tu veux acheter une voiture, et nous savons que tu n'as pas les moyens. Alors, cette voiture est la tienne maintenant. » 4 ans après que Carol et Reggie aient déménagé à Jacksonville, ils étaient toujours en contact avec Tiffany. Ils gardaient le lien, et elle leur rendait visite de temps en temps. Un soir de juin 2005, Tiffany est venue à Jacksonville avec son ami Michael James Jackson pour faire la fête en boîte de nuit. Après la soirée, ils cherchaient un endroit où passer la nuit, mais ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour réserver un hôtel. À ce moment-là, Tiffany a pensé à Carol et Reggie, car elle savait qu'ils vivaient aussi à Jacksonville. Alors, Tiffany et son ami se sont rendus chez Carol et Reggie au milieu de la nuit, sans les prévenir ni les informer de leur arrivée. Lorsqu'elle a frappé à la porte, Carol lui a ouvert et l'a accueillie en disant « Quelle belle surprise! Bienvenue ma fille Tiffany. » Carol lui a demandé « Qui est ce monsieur avec toi ?» Elle a répondu « C'est mon ami, Michael. Nous sommes venus à Jacksonville pour certaines raisons et nous n'avons pas trouvé d'endroit où dormir. Alors nous sommes venus vous demander s'il était possible de passer la nuit chez vous. » Carol et Reggie ont répondu « Bien sûr, vous êtes les bienvenus et vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. » Ils sont entrés dans la maison et Carol a préparé à manger. Ils se sont tous assis, ont discuté et ri ensemble. Une fois le repas terminé, ils sont allés au salon pour continuer leur conversation. Pendant qu'ils parlaient, Carol et Reggie ont raconté à Tiffany et à son ami qu'ils avaient vendu leur maison en Caroline du Sud et qu'ils avaient maintenant acheté une petite maison. Ils leur ont également dit qu'il leur restait encore 99 000 $. Ils ont ajouté qu'ils pouvaient maintenant vivre confortablement car ils étaient vraiment fatigués et n'avaient plus la force de travailler. Dès qu'ils ont mentionné les 99 000 $, Tiffany et son ami se sont échangés un regard, car ils ont eu la même idée à cet instant, voler tout cet argent. Après cela, chacun est allé dormir dans son coin. Tôt le matin, Carol et Reggie se sont réveillés pour préparer le petit déjeuner pour leurs invités. Une fois Tiffany et son ami réveillés, et après avoir pris le petit déjeuner, Carol leur a proposé de rester déjeuner avec eux, mais ils ont refusé en disant « Nous devons partir car nous avons des choses à faire. » Quand ils ont quitté la maison et monté dans leur voiture, ils se sont éloignés. Puis, après s'être suffisamment éloignés de chez Carol et Reggie, ils ont arrêté leur voiture et ont commencé à planifier le vol des 99 000 $ de ces gens qui les avaient accueillis dans leur maison et pris soin d'eux. Un mois passa, et le 8 juillet 2005, Tiffany et son ami Michael James Jackson mirent au point un plan pour voler ces pauvres gens. Ils sont allés engager 2 jeunes hommes, Brice Mixon et Alan Wade, pour les aider dans ce crime. Ces 2 jeunes hommes sont ceux qui sont allés frapper à la porte de Carol et Reggie, et c'est Carol qui leur a ouvert la porte. Comme elle ne les connaissait pas, elle leur a demandé « Avez-vous besoin de quelque chose ?» Ils ont répondu « Notre voiture est en panne et nous avons besoin d'utiliser votre téléphone si possible. » Elle leur dit « D'accord, entrez, et je vous donnerai le téléphone. » Lorsqu'ils entrèrent, ils fermèrent la porte et sortirent un pistolet qui n'était pas réel, mais qui semblait l'être. Lorsque Carol vit le pistolet, elle se mit à crier. À ce moment-là, ils l'ont attaqué et lui ont ligoté les mains. Son mari Régis était dans le garage à ce moment-là, et quand il a entendu les cris, il est venu rapidement.
En arrivant, il a trouvé sa femme attachée, et 2 jeunes hommes qu'il n'avait jamais vus auparavant étaient avec elle. Ils l'ont ligoté lui aussi, et ont commencé à les recouvrir de rubans adhésifs sur leur visage, ne laissant visible que leurs narines pour qu'ils puissent respirer. À ce moment-là, un des jeunes hommes appela Michael, qui était dehors dans la voiture avec Tiffany, et lui dit « Viens, nous les avons attachés ». Quand Michael arriva, lui et les 2 autres jeunes hommes commencèrent à se promener dans la maison, pièce par pièce, en prenant tout ce qui était de valeur appartenant à Carole et Régis. Après avoir fini et volé tout ce qui avait de la valeur, ils décidèrent de prendre même Carole et Régis, ce couple malheureux. Lorsqu'ils les sortirent de leur maison, ils les mirent dans le coffre de leur propre voiture, celle de Carole et Régis. Dans cette même voiture montèrent les 2 jeunes hommes qui avaient frappé à leur porte. Tiffany et son ami prirent place dans la voiture qu'ils avaient louée auprès d'une société de location de voitures. Ils se mirent à conduire jusqu'à un endroit isolé, où ils s'arrêtèrent. Ces 4-là étaient venus la veille pour préparer quelque chose là-bas, un grand trou pour Carole et son mari Régis. Quand ils arrivèrent, ils les sortirent du coffre et enlevèrent le ruban adhésif de leur visage. À ce moment-là, ils virent Tiffany debout, en train de rire, ce qui les choqua profondément, et ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils commencèrent à lui demander « Pourquoi nous fais-tu ça? Avons-nous jamais failli à notre devoir envers toi? Nous t'avons traité comme notre propre fille, nous t'avons accueilli dans notre maison, et nous avons pris soin de toi. Nous t'avons même confié certains de nos secrets. » Mais elle n'accordait aucune importance à leurs paroles, car la seule chose qui l'intéressait à ce moment-là, c'était l'argent, elle et ce groupe de voyous qui étaient avec elle. Ils jetèrent Carole et Régis dans cette fosse alors qu'ils pleuraient et les suppliaient de ne pas leur faire de mal. Mais leur cœur était dur comme la pierre. Régis commença à pleurer et à leur dire qu'il leur donnerait tout ce qu'ils voulaient en échange de leur liberté. Ils lui répondirent « Vous allez nous donner toutes vos informations bancaires, et vous nous direz si vous cachez de l'argent quelque part, et nous montrerez cet endroit. » Effectivement, ils leur donnèrent toutes les informations sur tout ce qu'ils possédaient de précieux. Mais cela ne suffisait pas. Ces 4 personnes décidèrent de tuer Régis et Carole, et la manière qu'ils choisirent pour les tuer était la plus horrible qu'un être humain puisse imaginer, les enterrer vivants. Ce groupe prit des pelles et commença à jeter de la terre sur Régis et Carole, tandis que ces derniers continuaient de les supplier et de les implorer de ne pas les tuer. Le temps passait et ils continuaient à leur jeter de la terre, jusqu'à ce que celles-ci atteignent leur cou. Comme ils étaient déjà malades, ils commencèrent à s'étouffer. Pourtant, ils ne leur montrèrent aucune pitié et continuèrent à jeter de la terre sur leur visage, tandis qu'ils toussaient et suffoquaient. Finalement, on ne voyait plus rien d'eux, mais on pouvait encore entendre faiblement leur voix sous la terre. Ils avaient encore l'espoir que ce groupe leur montrerait de la compassion et sauverait leur vie. Mais il n'y avait pas la moindre trace de miséricorde dans leur cœur. Et à un moment donné, leur voix disparut complètement, et ce groupe de personnes commença à sauter de rire. Ensuite, ils prirent la voiture de Carole et de Reggie, la conduisirent vers un endroit isolé et l'abandonnèrent là. Puis, ils se dirigèrent directement vers leur compte bancaire. C'est Michael qui retira l'argent, capturé par la caméra de la banque. Après cela, ils repartirent fêter à nouveau. Et Tiffany prit une photo d'elle, souriante et heureuse, seulement quelques heures après avoir tué ceux qui avaient pris soin d'elle, lui avaient montré de l'affection et l'avaient traitée comme leur propre fille. Après avoir terminé le récit et décrit tout ce qu'ils avaient fait à ce pauvre couple, la police demanda à Bruce de les conduire à l'endroit où ils les avaient enterrés. Quand ils exhumèrent les corps de Carole et Reggie pour l'autopsie, ils découvrirent qu'ils avaient de la terre dans la bouche, dans l'estomac et même dans les poumons. Cela signifiait qu'ils avaient été enterrés vivants. Le tribunal a condamné Bruce Nixon à la réclusion à perpétuité, et c'est une peine réduite car il leur a donné tous les détails du crime et les a conduits à l'endroit où Carole et Reggie avaient été enterrés. En ce qui concerne Tiffany, son partenaire Michael et Alan, ils ont tous été condamnés à mort. C'était l'histoire du jour. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous. Au revoir.